Le club des trois. Leurs regards se croisent. Nathalie s'attorde au fond de ses yeux, puis elle hoche la tête en signe d'assentiment. Sylvain tapote nerveusement sur le coin de la table en claquant du palais, la gorge sèche. Monique plonge son regard vers l'horizon lointain, un peu triste, un peu perdu. Pour une fois, il ne prend pas la parole d'autorité. Sans doute le poids de l'enjeu et le besoin d'un nécessaire recul. Bel enjeu, beau projet et énorme investissement, tant financier que personnel et pour de longues années. Le moment de sceller l'union à quatre est venu, à l'abri des indiscrétions. Tout a été prévu depuis des mois, pourtant ils sont tous les quatre un peu fébriles. Les vieux démons, la peur de l'échec, les catastrophes que tous leur prédisent, leur mésentente ou leur possible rupture et tout ce qui se construit autour de la crainte d'oser. L'inévitable mur quasi infranchissable qui se dresse par intermittence pour provoquer leurs indécisions et qui s'effondrera comme un château de cartes une fois la décision prise. Construire ensemble pour de nombreuses années. S'y préparer, mais hésiter jusqu'au dernier moment en ressassant les mêmes choses, les mêmes points négatifs, les peut-être pas, les peut-être que, et de nouveau croire en leur bonne étoile. Nathalie et lui ont moins peur. Ils pourraient faire face à une éventuelle faillite de leur entreprise. Tous deux déracinés, ils ne se sont pas vraiment attachés à l'endroit, peu enclins au culte des racines, car les lieux d'où ils viennent sont peuplés d'amertume et de mauvais souvenirs. Parce qu'ils appartiennent à l'espace qu'ils occupent, pour Monique et Sylvain, c'est très différent. Ainsi va la ruralité, où les comptes à rendre à la collectivité sont les non-dits pesants, bien présents dans la vie quotidienne. La permission de sortir des cases est autorisée si elle profite à tous. Alors bâtir un gros projet, dans une petite commune, devient une vraie responsabilité pour les deux natifs, bien plus que pour les deux pièces rapportées qui arrivent de je ne sais où et qui ne seront tolérées qu'en cas de réussite. Sylvain, le plus nerveux des quatre, ne tient plus en place et dit « Bon, ça suffit, maintenant on s'engage. On y va, moi, je suis partant. Youssef ?» Depuis le temps que nous bossons sur le sujet, que nous en pesons le pour et le contre, si nous sommes encore là, prêts à tout hypothéquer pour se lancer, c'est que l'affaire doit se faire. Alors si tout le monde est d'accord pour l'investissement, en route vers de nouvelles aventures. À nous de déterminer la bonne politique et de l'appliquer. De sa voix fluette, un peu perchée, Monique dit « Je suis prête. » « Je le suis aussi, » répond en écho Nathalie. Ainsi le pacte est conclu. Ils ont opté pour une biscuiterie artisanale quant à l'aspect, mais qui fonctionnerait avec des process industriels pour en assurer la rentabilité. En d'autres termes, tout ce qui pourrait se mécaniser pour améliorer les rendements le serait, mais ils garderaient une image, comme à la maison, pour assurer le consommateur. Ce dernier donnant plus facilement de la qualité aux produits faits main, dans les règles de l'art. À coup sûr, Sylvain fera la gueule. Pour un technicien de la pâtisserie de tradition, fabriquer et mettre au point des biscuits véganes est le comble de l'amateurisme. Mais il changera rapidement d'avis, car le challenge est de taille, et la curiosité du créateur, du chercheur, prend toujours le dessus. Monique, dont les intestins sont fragiles, suggérera et obtiendra une gamme sans gluten. Et le sans sucre ajouté suivra. Sylvain s'acharnera à trouver les solutions, jubilera en leur faisant goûter tous les ratés, continuera de s'empiffrer de pâtisserie à base de crème au beurre, histoire de les inviter à glisser une petite gamme tradition. Malgré ces nombreuses tentatives, à la longue désespérées, ils ne céderont pas. Il aura beau dire « Déjà sans lait, sans beurre et sans sucre, c'est quasi impossible à faire, et en plus je n'ai aucune compensation. »« C'est qui le technicien ?» fera le chœur. « Une pâtisserie, c'est sucré. »« Fleur de coco, stevia, sirop d'agave, sirop de riz, sirop d'érable, et encore, fera le chœur. Au final, il adorera.
ne comptera ni ses heures ni ses efforts pour mettre au point du mangeable même par lui. Il savait qu'il ferait du bon. Pourtant, pas une journée ne se passera sans une symphonie du juron, car Sylvain ne chantera pas dans son labo, il hurlera. Après lui, une louche, un cul de poule, une maryse, et tout ce qui se trouvera sur son chemin. Il hurlera après l'à peu près. L'homme est un perfectionniste et, ils le savent, ne sera jamais satisfait totalement. Cependant, il leur fera ce qu'il y a de mieux, en cherchant sans cesse à améliorer ses produits. La notion de « ça ira bien comme ça » lui est étrangère. Les mois passent, jusqu'à ce qu'il soit presque satisfait, jusqu'à ce qu'il mange ce qu'il fabrique en soupirant d'aise. C'est moi qui les ai faits. Le bougre surprendra toujours Youssef. D'abord il râle, ensuite il fait. Presque toujours, il réussit. Il fait partie de ce genre d'humain capable de s'investir à fond sur un projet, fût-il à son sens impossible. Il est tenace, teigneux, parfois inutilement méchant. Bref, ils avancent. Et la banque a beau s'impatienter, ça, ce n'est pas une surprise, ils tiennent les bons bouts. Avec l'enthousiasme des débuts, fermement, naïvement, chaque arête dans le poisson, loin de les décourager, les stimule davantage. Le feu sacré en quelque sorte. Mais l'inconscience pour les spectateurs qui souhaitent leur échec avec une joie mauvaise. En fait, ce ne sont que des spectateurs. Sylvain a très vite compris qu'un excellent produit ne suffira pas à faire la bonne fortune de leur entreprise. De sorte que, pour éviter l'adage « mieux, plus vite, moins cher », il leur faudra une stratégie plus originale. Une stratégie qui préserve leur marge, car gérer comme les autres n'est à l'évidence pas la bonne solution. À force de s'entendre répéter « tout est politique », il a fini par s'en imprégner, à en devenir l'émule. Dès lors, il s'est agi pour tous les quatre de mener leur affaire en la survendant, en la sortant de son contexte, somme toute ordinaire, pour l'intégrer presque intimement à la vie de tous les jours, pour lui donner la place principale du village. Son poids doit peser plus que de raison, doit influencer le comportement et des salariés et des clients. Pour faire de gros profits, il faut vendre beaucoup plus cher que la concurrence. Comme les concurrents sont pour la plupart tout aussi compétents, il faut faire la différence autrement. L'objectif étant d'être subjectif en donnant l'apparence de la bonne foi. Et la foi se doit d'être inébranlable. Il s'agit d'appliquer avec la rigueur des pros de la politique une méthode simple mais ô combien efficace depuis la nuit des temps. Il décide donc, de concert et d'harmonie, d'être à la fois omniscient, omniprésent et omnipotent. À tout moment, ils doivent se comporter, opérer comme les parasites qui les gouvernent, en accablant d'emblée les plus faibles, les moins bien lotis par le système qui ne leur fait pas de place mais leur en attribue une, les culpabiliser, les dresser les uns contre les autres en y dictant des règles compétitives, dénier le droit d'exister par et pour eux-mêmes aux moins riches, moins bien nés, moins beaux, moins cultivés, moins costauds, moins bien informés, moins intelligents, et tous ces moins qu'il est si facile de trouver chez les autres pour mieux les diriger, en tirer de grands profits. C'est à eux, les omniscients, les plus qui savent, les fameux, les bons, les cléments, qui donnent de l'ouvrage avec générosité à ces misérables vermisseaux, pour peu qu'ils ne discutent pas leurs prérogatives. C'est à eux qu'il appartient d'ordonner. Le bonheur de ces gens est dans les mains ouvertes des chefs. Leur évolution dépend de leur résignation, de leurs abandons. Les portes que les chefs désignent sont les chemins qu'ils doivent prendre. Chacun garde son rang, s'y résigne et obéit en silence. Seul l'omnipotent sait ce qui est bon pour eux, et quand il attribue l'exception pour confirmer la règle, pour clamer haut et fort que chacun peut avoir un chemin, c'est pour ouvrir la soupape, pour éviter que la rébellion lui pète à la gueule. Magnanime? Certainement pas. Pratique? Évidemment. À la naissance, qui du prince ou du manant a une petite chance de tenir son destin entre ses mains? La politique maintient de fragiles équilibres,
évite toute perturbation toujours difficile à contrôler. La politique assigne les niveaux, octroie les piédestaux, assiste les derniers en les maintenant suffisamment éloignés des premiers pour éviter toute anarchie. L'Omnipotent fait preuve de bonté, sa bonne conscience a inventé la théorie du ruissellement en continuant d'en clamer les vertus, bien qu'elle n'ait jamais fonctionné. L'Omnipotent utilise la théorie du complot pour se garder des mauvaises langues, clamer ses bonnes intentions. Il suffit d'ajouter à ce programme réjouissant quelques têtes de Turcs, indispensables à la géhenne populaire, et le tour est joué. Donner à la vindicte ce qu'elle demande, offrir un terreau à la haine pour que vos vœux toxiques soient exaucés. L'omniscience revient à Nathalie, leur quotient intellectuel. Elle prend le temps d'emmagasiner l'information, de bâtir un discours sur la nutrition et les vertus de leurs produits, puis de convaincre. Vertus au demeurant incontestables. Des arguments probants, convaincants, cautionnés par quelques scientifiques pas très renommés mais faciles à acheter. Sur le fond, c'est quand même un peu vrai. Exagéré, mais vrai. D'un autre côté, dire que le noir n'est pas rouge reste une évidence. Sylvain, pendant ce temps, s'en tamponne. Les méfaits du sucre le poussent plutôt à en rajouter davantage pour son petit plaisir, rien que pour sa gueule. Crever pour crever, autant le faire satisfait, le ventre bien tendu et repu. Il lui arrive même d'être d'accord avec le boulanger et ami qui utilise des farines enrichies en gluten. Nathalie fait les gros yeux pour la forme, Sylvain s'en amuse pour le coup. L'omniprésence échoua à Monique. Très reconnue au niveau local, elle s'est fait le chantre du manger sain. Elle part en guerre, ou devrait-on dire en croisade, contre tout ce qui peut leur servir à vendre davantage. Contre le sucre, bien sûr, mais surtout contre l'agro-industrie qui devient un sérieux concurrent en se repeignant en vert, en se parant soudainement aux couleurs de la diététique. Monique a des tours dans sa besace, préside quelques associations qui comptent, et que les 4 financent. Parce que pour dire acheter mieux et cher, il faut des soutiens qui comptent sur vous. D'ailleurs, en finançant les gêneurs pour mieux les contrôler, les industriels ne s'y trompent pas. C'est amusant de penser que les bénéfices qu'ils tirent en vendant de la merde servent à alerter ceux qui en consomment. Normal, quand c'est pas cher, on peut s'empoisonner. Eux, les 4, vendent du trop cher mais avec les mêmes méthodes que les grands de ce monde. Ce monde parfait pour les cons et pour les cyniques. L'omnipotence revient au mal. Les seigneurs dindons, comme une feuille de chou satirique, les a nommés. Encore un achat pour aider la presse en difficulté. Ils paradent un peu partout, là où se trouvent les importants, les décideurs. Ils graissent les pattes et les rouages nécessaires. Leurs salariés sont fiers d'appartenir à cette entreprise qui compte, que l'on cite en exemple. Ils sont leur meilleure publicité. Le tout est qu'ils restent convaincus que les avantages dont ils profitent sont bien des cadeaux, des petits plus qui font la différence. Ils ont eu un syndicaliste qui les a fait un peu chier. Depuis qu'il est chef, ça va beaucoup mieux. Quelques mois passent. Leur entente est parfaite. Les jours s'écoulent, de calcul en calcul. La croissance comme la réussite sont au rendez-vous. Ils sont toujours sur le pont à ramener leurs fraises à tout bout de champ. Toutes les occasions sont bonnes pour exister davantage, être présents, représentés dans la presse locale ou dans tout autre média. Ils organisent et participent à des œuvres caritatives et bienfaisantes. Ils financent clubs et associations sans jamais perdre de vue un retour sur investissement qui soit profitable à leur petite entreprise. Devenue grande. Pas un jour sans qu'ils soient cités en exemple, adulés comme des modèles économiques. Sylvain pense qu'ils sont au plus de bons hauts, mais pas plus. Il en rit de bon cœur. À la longue, Nathalie trouve le comportement des seigneurs dindons dégueulasse. Leur réussite à tous 4, pas très nette. Elle oublie cette mauvaise pensée au premier achat conséquent dans une boutique de luxe qu'elle fréquente pendant ses rares moments de libre. Car ils bossent beaucoup. Trop pour être objectif. Même si leur attitude est vierge de bonnes intentions, elle demande une forte mobilisation à tout instant. Travail acharné,
surmenage et gloire pour conclure. L'important est que personne ne l'ignore, que tous en soient fiers. Vanité que tout cela, mais qu'est-ce que c'est bon. En quelques mois, Youssef prend goût au pouvoir et s'acoquine avec le député du coin. Homme possédé par sa vocation, destiné à servir son pays pour l'enrichir sans compter sa peine. Youssef partage avec lui une mégalomanie sans limite et, comme ils appliquent les mêmes méthodes, leur cynisme aidant, ils deviennent de bons amis. Enfin, plutôt des camarades de jeu, car l'amitié n'a pas vraiment droit de citer quand on choisit leur voie scélérate. Il s'éloigne progressivement des réalités, de la vie des gens qu'il finit par mépriser à force de s'en servir, de leur faire gober du bon sentiment, alors qu'il en est totalement dépourvu. Il devient un véritable parasite, une sangsue toxique pour la société qu'il prétend embellir, enrichir pour en faire profiter ses frères humains. En fait, il relaie les malheurs comme d'inévitables fatalités, car lui sait, comprend du premier coup d'œil. Il est là où il faut être, au premier rang sur la photo, œuvre pour le bien commun. Tant qu'ils sont suffisamment nombreux à le croire, il se gorge de pouvoir et de morgue. Il exploite le désabusé et s'en nourrit, car il ne peut exister sans le blanc-seing de ses victimes. C'est en cela qu'il devient vraiment un pauvre mec. Ses projets sont complexes. Il sait que ce qu'il clame ne verra jamais le jour, s'en amuse. Ses promesses ne seront pas tenues, mais il sait mobiliser l'énergie de quelques affidés pour donner le change et rendre heureux ses banquiers. Passé maître en manipulation, maintenant qu'il sait qu'un homme qui baisse les bras a perdu son avenir, qu'il est facile de l'accabler, de le maintenir en apnée, jusqu'à ce qu'il suffoque, jusqu'à ce qu'il culpabilise. Maintenir le bon peuple entre deux eaux, le laisser respirer sans d'autres aspirations que celles du chef, faire que le goût âcre de l'échec soit une évidence. Ainsi leur tête ne sort pas de l'eau. Ils vivent l'échine courbée comme si cette position était inévitable, qu'il fallait s'en accommoder, tant bien que mal. Le sens de la vie est pourtant tout autre, car ne pas considérer l'échec comme inhérent à toute existence, le vivre comme une infamie, c'est avoir une idée bien haute de sa petite personne. Mais il ne s'en rend pas vraiment compte, préoccupé qu'il est par son nombril. Ce sont toujours les pires d'entre nous qui nous représentent, presque toujours les plus corrompus. Leur travail acharné, leurs charges transmises depuis des siècles entre élites autoproclamées ne leurrent que les imbéciles ou les indigents. Un rouage érigé en loi incontournable pour que tous ceux qui savent puissent expliquer comment faire à tous ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas savoir et, bien sûr, ne veulent pas savoir. Maintenant qu'il en est, faire machine arrière devient impossible sans y laisser de la fierté. La fierté, c'est un peu tout ce qui lui reste. Avec l'arrogance. Nathalie l'a trompé avec un flatteur plus riche que lui. Mais dans la mesure où la discrétion est de mise, il n'en prend pas ombrage, il s'en fout. Le couple exsangue n'a plus que les apparences pour exister. « Je vais mettre ça sur le compte du surmenage, lui dit-il, en se sentant un peu crétin. Tu as tellement changé, Youssef. Je me demande comment tu fais. Voilà que c'est de ma faute. Comment je fais quoi? Comment tu fais pour faire croire aux personnes que tu diriges que tout est possible sous ton aile, qu'ils pourront vivre dans le lucre, pour peu qu'ils montrent un peu de bonne volonté? Comment tu oses les abreuver de chimères, les faire rêver de l'inaccessible qu'ils n'atteindront pas, parce que tu vas gérer en sous-marin leurs limites? Comment fais-tu pour accepter ça? Ne sois pas ridicule, Nathalie. Je leur tends la main pleine de promesses, ils l'acceptent. C'est leur problème. Le reste n'est que déception, lutte de pouvoir. Croire encore que les gros ne mangent pas les petits est une attitude infantile. Elle est sortie en claquant la porte, mais sans rien lui jeter à la gueule. Il est presque déçu. Il aurait pu peut-être raccrocher quelques wagons, mais sans en avoir ni l'envie ni le besoin, à quoi bon? Lui s'occupe et se préoccupe des fragiles équilibres qui gouvernent le monde en général et de son entreprise en particulier. Il doit se maintenir sur un fil ténu, ne pas tomber.
Pour ce faire, le trucage est une évidence. Elle a raison, Nathalie. Sa main tendue n'est jamais ouverte. Elle cache suffisamment d'ambiguïté pour tromper celui qui la prend. Pourtant, il ne voit plus d'autre solution pour garder sous le joug ces gens et donc défendre les intérêts à tous les quatre. Ne plus le croire serait se parjurer. Le reste, ce bloubi-boulga sans forme, n'est que bon sentiment. Un enfant comprendrait cela. Les adultes préfèrent se saouler de promesses pour oublier leurs contraintes, remettre à d'autres lendemain les clés de leurs réflexions. Il joue de cet abandon, se prend la tête rien que pour son profit, tant pis pour eux s'ils imaginent. Il est pourtant facile de repérer les individus suspects que copie Youssef. À minima de s'en méfier, de ne plus leur permettre d'exercer aux dépens des plus faibles. Le monde politique, des affaires, des médias, des banques, des milieux sportifs et artistiques aux salaires surdimensionnés, tous pourvoient du malheur à la chaîne. Il y en a toujours un au coin de la rue. Un gars qui s'incruste, qui est irremplaçable, qui vous flatte, pompe votre énergie. À l'entendre, sa vie est un sacerdoce, une passion, une vocation, et tout ce qui peut faire pleurer dans les chaumières. Le cœur sur la main et la main dans votre portefeuille, disait son grand-père en s'adressant à l'édile de son village. Le monde est mené par ceux qui s'acharnent à le détruire pour leur seul profit. La plupart des puissants approchent des âges canoniques et n'ont cure de l'avenir. Le même crédit est encore et toujours accordé à ces gens qui expliquent sans relâche ce qui est bon pour le menu frottin, ce qu'il doit penser. Et moi, et moi, et moi. Youssef fait partie de ces tireurs de ficelles sans scrupules. Quand il y en a un de sincère ou volontaire, il y en a 1000 de fourbes. Pas un jour ne passe sans en rencontrer au moins un imbu imbuvable. Le commun est à ce point faible? Pourtant, quelle aberration de penser qu'un tiers puisse avoir l'ambition de faire le bonheur d'un autre, alors que sa simple attitude prouve une construction mentale déficiente. Une absolue, une nécessaire reconnaissance par la pyramide, tout en haut, de plus en plus haut. Même si c'est pointu, ça ne fait pas mal au cul, tandis qu'à la base, ça se tasse. Nous savons bien au tréfonds de nous-mêmes que ce sont les enculés. Alors pourquoi se soucier? Pourquoi initier la moindre concertation? Diriger un monde de souffrance, maintenir dans ses mains l'esclave est jouissif. L'asservissement de l'homme par l'homme est le nirvana des malades qui s'abreuvent de pouvoir. Cet asservissement est une aubaine pour l'égotiste, comme une source de revenus inépuisable. Il serait si simple de ne pas consentir, de cesser d'avoir peur, d'envoyer paître les forts en thème, puis de se grouper entre modestes de bonne compagnie. Il en est là de ses sombres pensées, de ces noires idées qui lui conduisent à sa perte. Il le sait, il le sent. Sa fausseté n'est pas en adéquation avec le sens qu'il souhaitait donner à sa vie, à l'initiale. Peut-être s'est-il fourvoyé en écoutant le côté obscur, ce côté qui l'écrase tranquillement, comme une merde qu'il a conscience d'être devenue. Son omnipotence a fini par l'abuser, son omniscience par le persuader, son omniprésence par l'enfermer dans sa coquille. Il n'est plus rien d'aimable, d'ailleurs, plus personne ne l'aime. Certains le craignent, tandis que d'autres guettent sa chute. Il entame sa longue descente aux enfers. L'inhumanité devient sa source, son guide. Il se cloître en oubliant les questions. Ce nouveau monde ne lui apporte que des plaisirs, de plus en plus succincts, de plus en plus dérisoires. Il ne lui reste que la prise du pouvoir absolu sur l'entreprise, chasser les trois autres. Il y parvient assez facilement, de vilenie en vilenie, d'alliance glauque en compromission, et, cela ne suffit pas, il veut encore plus. Les autres non. Sylvain s'échappe avec Monique pour vivre parmi ces terres fertiles le reste de son âge. Nathalie s'embarque avec son nouvel amant vers d'autres terres d'aventure. Youssef est seul. La soif de pouvoir le ronge, le transforme. Il la sait destructrice, mais elle est la seule à le doper, à lui donner un sens. Homme de chair devenu homme de fer. Sans état d'âme et incapable d'en avoir à force de calculer tout, de quantifier ce qui ne peut l'être. Il est bien trop désagréable pour être encore fréquentable.
Il se rassure avec ses caisses de luxe, ses escapades au bout du monde, ses saillies hors de prix, ses flambeux au casino, et tous ces trucs de gros cons que les pauvres envient parfois. L'introspection à laquelle tout honnête humain devrait se livrer ne lui est pas étrangère, mais il la cache sous le tapis. Le pouvoir ne se partage pas. Un jour pourtant, un de ces jours, un peu différent des autres, son âme grince. Il ne sait pas trop quoi faire. Un jour de spleen, qui le roule dans son histoire, le désempare. Quand son passé se colle sur la glace, sur le miroir du temps, il n'est plus que le petit Youssef, celui qui partageait ses billes et son goûter avec les autres enfants. Le Youssef joyeux, qui riait aux éclats pour un rien. Il voit bien alors que la fragilité de son enfance était sa seule force, qu'il s'est laissé endormir. Amertume en bouche, il sent qu'il est un peu tard pour se pardonner. Désormais, jamais plus il ne pourra affronter son reflet. Il n'y avait qu'une place sur le même territoire. Comme c'était lui qui pissait le mieux, qui pissait le plus loin, qui gagnait au jeu de société, il l'a prise. À présent qu'il n'a plus assez faim pour vieillir avec, que sa soif prétendue inextinguible s'est éteinte pour de bon, l'autre chemin l'invite. Il va de ce pas oublier toute cette merde, se tirer une balle dans la tête.